Bonjour à tous, bienvenue à la formation d'aujourd'hui. Désolé pour le petit problème technique. L'atelier d'aujourd'hui, encadrement numérique comme support d'apprentissage en formation asynchrone autoportante, donné par Mme Marie-Michel Réaume, Mme Stéphanie Faquin, Mme Sabrina Boisvert et Mme Anne-Marie Mazé du Cégep à distance. Un gros merci à toute l'équipe pour leur implication pour la formation d'aujourd'hui. On vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions suite à la formation, à contacter le REFAD. On va se faire un plaisir de faire circuler l'info aux présentatrices. On vous rappelle pour le côté technique, tout le monde, même si vous croyez l'avoir fait, sauf bien entendu nos présentatrices, étoile 6 sur votre clavier téléphonique pour éviter l'écho pour la sortie d'un système audio. En cours de route, si vous voulez prendre la parole, carré 6 ou utiliser le clavardage ou lever la main. Merci à l'équipe technique de l'Université d'Ottawa pour l'utilisation du pont audio. Merci à l'Université de Moncton pour Adobe Connect et également merci à l'équipe du CEDAF pour le lien, l'enregistrement vidéo. Suite à la formation, si vous voulez obtenir le document de présentation, le clavardage et le lien vidéo, vous aurez seulement à contacter le REFAD. On se fera un plaisir de vous faire suivre le tout et on vous invite aussi, suite à la formation, à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. On a 31 personnes en ligne pour l'instant, ce qui veut dire au moins une quarantaine de personnes avec les gens dans les salles communes. Je souhaite à tous une excellente formation et je laisse la parole à l'équipe du Cégep à distance. Merci beaucoup, Alain. Merci. Donc, bienvenue à notre atelier. Alain m'a enlevé les mots de la bouche. Je voulais commencer par nous présenter. C'est déjà fait. Mais je vais quand même vous situer. Donc, on a Sabrina Boisvert, qui est tutrice accompagnatrice, qui est juste ici. Anne-Marie Mazé, qui est tutrice accompagnatrice également. Stéphanie Faquin, qui est chargée de projet de recherche. Et je m'appelle Marie-Michel Réaume, je suis conseillère pédagogique et chargée de projet au secteur du tutorat du Cégep à distance. Donc, on est l'équipe qui va vous présenter aujourd'hui cet atelier. On est bien content d'être là. Les mesures d'encadrement dont on va vous parler aujourd'hui font partie d'un projet pilote qui s'est développé dans le cadre du plan stratégique du Cégep à distance, visant à augmenter la persévérance de nos étudiants. Donc, le secteur du tutorat a engagé 3 tuteurs professionnels pour développer et mettre en place des mesures d'encadrement bonifiées. C'est un projet pilote qui est en place depuis maintenant presque 2 ans et on compte près de 1800 inscriptions cours jusqu'à maintenant. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de notre projet. Depuis la dernière année, on a fait plusieurs présentations à différents endroits. Notamment, on a fait un atelier dans le cadre du REFAD à l'hiver 2018, donc c'est possible que vous ayez déjà entendu parler de nous. Dans un premier temps, je vais vous présenter le plan de notre atelier. Dans un premier temps, on va faire une mise en contexte du projet. Comme je le disais tantôt, il y en a qui en ont déjà entendu parler, mais pour ceux pour qui c'est nouveau, donc vous allez avoir cette petite mise en contexte-là. Par la suite, on va vous parler des mesures d'encadrement technologique qu'on a mises en place là, pour augmenter la persévérance de nos étudiants et on va vous donner des exemples concrets de ces mesures-là. L'an passé, on a mis l'accent sur les séances d'accueil synchrone en vidéoconférence, pour ceux qui ont vu notre atelier. Sinon, aujourd'hui, de façon plus spécifique, on va vous parler des rétroactions audio et vidéo, ainsi que de l'encadrement synchrone individualisé en vidéoconférence avec Sabrina. Et Anne-Marie pour les rétroactions. Par la suite, comme notre projet est soutenu de façon extrêmement rigoureuse par notre charmante Stéphanie, elle va nous présenter les derniers résultats qui nous permettent de voir finalement les effets de nos mesures d'encadrement sur la persévérance de nos étudiants. Et on va terminer par une période d'échange et de questions. Donc, on aimerait savoir également dans vos différents milieux ce que vous mettez en place avec les étudiants. Alain le dit tantôt, si vous avez des interventions à faire pendant la présentation, il n'y a aucun problème, ça va nous faire plaisir de répondre. Donc, je commence dès maintenant avec la mise en contexte du projet. La plupart d'entre vous le savez peut-être déjà, là, le Cégep à distance offre un modèle de formation asynchrone autoportante en formation à distance. Donc, en fait, dans ce modèle-là, le matériel comporte tous les éléments nécessaires pour que l'étudiant puisse cheminer seul à son propre rythme là, dans son parcours. C'est sûr que dans ce type de modèle-là, les étudiants se sentent souvent isolés, se sentent souvent laissés à eux-mêmes, et évidemment, ils sont susceptibles d'être confrontés à des problèmes de gestion de temps, de motivation et de persévérance.
Donc, c'est très important de leur offrir un soutien personnalisé là, pour les épauler solidement pour permettre effectivement là, de réduire le taux d'abandon de nos étudiants cégep à distance. Parce qu'on sait que, évidemment, les taux d'abandon sont très, très préoccupants en formation à distance. Les variables liées à l'abandon en FAD peuvent être divisées en 4 grandes catégories. Donc, il y a des variables démographiques, par exemple, le sexe, l'âge de l'apprenant. Par exemple, on sait que les hommes vont avoir tendance à plus abandonner que les femmes. Ensuite, il y a des variables environnementales. Donc, ça constitue tout ce qui provient du cadre de vie de l'étudiant. Notamment, un étudiant monoparental va avoir plus de difficultés à persévérer. Ensuite, on a les caractéristiques de l'apprenant. Donc, par exemple, un étudiant qui a un sentiment d'auto-efficacité en formation à distance va avoir beaucoup plus de facilité à persévérer là, dans son cheminement. Et on a les variables institutionnelles, et à l'intérieur de cette catégorie-là, bien évidemment, on retrouve tout ce qui est lié à l'encadrement. Par exemple, on sait que les rétroactions technologiques, maintenant, ont tendance à diminuer l'abandon. Donc, je regarde Stéphanie qui a fait l'étude dans le cadre du projet Devoir Plus et qui a validé donc cette information-là aussi. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on s'intéresse particulièrement à cette catégorie-là, parce que, contrairement aux autres variables, le sexe, l'âge, les caractéristiques de l'apprenant, eh bien, comme institution, on a le pouvoir d'agir pour améliorer la qualité d'encadrement qu'on va offrir à nos étudiants. Et la qualité d'encadrement, bien évidemment, ça passe d'abord et avant tout par le rôle du tuteur, dont la mission est d'augmenter la persévérance de l'apprenant en soutenant son engagement dans ses études et en misant sur la qualité de la relation pédagogique. Pour faire ça, évidemment, le tuteur va assister son étudiant, le soutenir, lui apporter une aide motivationnelle et organisationnelle, et il va également établir une relation de confiance. Donc, on sait que plus il va y avoir d'interaction entre l'étudiant et le tuteur, et plus l'étudiant va être à l'aise de contacter son tuteur là, en cas de besoin. Donc, notre intention, c'est de professionnaliser le métier de tuteur pour justement réussir à offrir ce soutien plus personnalisé aux étudiants et ainsi, on l'espère, favoriser leur persévérance et leur motivation. Marie-Michel? Oui. Il y avait une question de la part de Nicole Perrault de Reptique. Avez-vous pu donner un poids à chacune des variables que vous avez identifiées? En fait, Nicole, on ne mesure pas toutes les variables. Ce que Marie-Michel veut simplement dire, c'est qu'il existe plusieurs facteurs qui vont influencer le fait que l'étudiant persévère ou pas dans sa formation et que nous, on se concentre principalement sur les variables institutionnelles parce que, si ça tenait qu'à moi, je prendrais que des filles, mais c'est ça, on n'a pas de pouvoir sur l'âge, sur le contexte des étudiants, on peut atténuer ce genre de choses, on peut les mesurer, certes, mais j'ai pas de pouvoir pour pouvoir le changer. C'est qu'au cégep à distance, quand on veut expérimenter quelque chose, on va d'abord essayer de l'expérimenter dans le cadre des mesures institutionnelles. Et c'est sûr qu'après, quand on fait les analyses, on va regarder que, par exemple, il y a des différences en fonction. Chez nous, ce qui influence beaucoup, c'est le statut. Est-ce que l'étudiant est admis, c'est-à-dire il est seulement chez nous, ou est-ce qu'il est en commandite, c'est-à-dire c'est un étudiant qui vient du réseau. Le genre peut influencer, mais je dirais que principalement dans ce projet-là, ce qui a influencé, c'est la session et le cours. Donc, je vais en parler plus tard, Nicole, je vais montrer les résultats. Question? Voilà. Est-ce que je peux préciser ma question? Oui, vas-y. Oui. Salut Stéphanie, premièrement. Non, c'est parce que la variable institutionnelle, moi, je la trouve intéressante. Puis quand vous parlez d'encadrement, on parle à ce moment-là des variables institutionnelles. Est-ce que vous avez pu évaluer l'impact, justement, de cette variable-là sur la persévérance et la motivation des étudiants? Bien, c'est toujours difficile d'évaluer parce que dans les variables institutionnelles, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer là-dedans. C'est par exemple l'encadrement des tuteurs, ça peut être aussi le service à la clientèle qui est donné ici, les API lors de l'admission, ça peut être la qualité des cours, ça peut être la rétroaction que les étudiants donnent, c'est que tu n'auras jamais une seule étude qui va mesurer tous ces facteurs. C'est par la suite que tu peux voir si, OK, cette étude-là a montré que ça, cette étude-là a montré que ça, que ça, que ça. Parce qu'une seule étude avec tous les facteurs, ouais, faudrait beaucoup trop d'étudiants. C'est ça. Ça répond pas vraiment à ta question? Oui, Albert, il y a une réponse. OK, merci. On continue? Ah, il y avait ça, non, ça va. OK. Donc, pour vous permettre de comprendre notre intention,
Je vais faire une petite distinction entre justement les deux statuts de tuteurs au cégep à distance. Donc, le statut des tuteurs actuels, en fait, ce sont des tuteurs, en fait, la plupart de nos tuteurs sont encore des travailleurs contractuels autonomes. On a seulement 3 tuteurs professionnels pour le moment. Donc, l'ensemble de nos tuteurs a ce statut-là, en fait. Ce sont des tuteurs qui ont d'autres obligations professionnelles, ils souvent sont enseignants dans des collèges réguliers, donc ils ont d'autres étudiants. Ils sont rémunérés à l'acte, à la correction, et ils sont physiquement éloignés. On a des tuteurs un peu partout sur le territoire du Québec et même à l'extérieur du Québec. Donc, le défi avec ce statut-là, c'est vraiment de mettre en place des nouvelles mesures d'encadrement pour nos étudiants. Les tuteurs professionnels, ils sont engagés par le cégep à distance, ils travaillent avec nous à temps plein. Donc, ils sont totalement dédiés à nos étudiants. Ils ont un salaire annuel comme les autres professionnels du milieu de l'éducation et ils assurent une présence à nos bureaux, ce qui facilite grandement les interactions avec les différentes équipes du cégep à distance. Donc, évidemment, l'avantage de ce statut-là, c'est la grande disponibilité des tuteurs pour développer, expérimenter et mettre en place de nouvelles stratégies d'encadrement. Je continue. Attends, il y a une question. Oui, il y a une question dans le clavardage. Je ne sais pas, Alain, est-ce que tu veux nous la... Vous m'entendez? Oui. Oui, je vais là la question pour les gens qui vont regarder la vidéo plus tard. Quand vous dites travailleur autonome, ça vient de Mme Béatrice Pudeto de l'Université TELUC. Quand vous dites travailleur autonome, ce sont quand même surtout des enseignants, presque j'ai cru comprendre lors de nos échanges, avec entre autres Martine Chaumienne à l'époque. OK, en fait, il faut bien distinguer, c'est que nos tuteurs ne sont pas nécessairement des enseignants. Donc, quand ils sont tuteurs au cégep à distance, ils ont le statut de travailleur autonome. Mais en tant que travailleurs autonomes, ils peuvent très bien être enseignants dans un collège régulier. Donc, on a beaucoup de tuteurs qui sont également enseignants dans des collèges réguliers, mais ce n'est pas forcément le cas. Anne-Marie était tutrice contractuelle avant d'être tutrice professionnelle. Elle n'enseignait pas au collégial. Donc, son milieu professionnel était autre. Donc, c'est vraiment deux choses, mais effectivement, c'est possible qu'un tuteur fasse les deux. Mais quand ils sont tuteurs au cégep à distance, évidemment, ils sont complètement le travailleur autonome contractuel. J'espère que je réponds à la question. Je pense que Mme Pudelco continue à écrire. Peut-être que je peux continuer en attendant, puis on va regarder la question par la suite. Je vais juste vous mettre à titre informatif les cours qui sont touchés par le projet pilote actuellement. Donc, on a en ce moment une tutrice et un tuteur en littérature, donc Sabrina, pour en fait encadrer l'ensemble des cours de français au cégep à distance et un cours de renforcement en français. On a une tutrice en administration au profil psychologique, Anne-Marie, pour encadrer les cours de gestion et évidemment de psychologie. Et on est content, on est présentement en recrutement pour un autre tuteur, un tuteur en mathématiques, ce qui fait en sorte qu'on pourra bientôt expérimenter nos mesures d'encadrement dans une autre discipline. Donc ça, on est bien content de ça. Est-ce que quelqu'un peut regarder s'il y avait une autre question? Non, c'est notre équipe. Ah, c'est notre équipe? Oui. C'est un commentaire du cégep à distance. Ce sont très majoritairement des enseignants ou des retraités de l'enseignement, en effet. Parfait, excellent. Donc, maintenant, je vais vous présenter les mesures d'encadrement technologique qu'on a mises en place dans le cadre du projet. Ces mesures-là ont été regroupées en 4 grands champs d'intervention. On va les regarder tout de suite. Pour vous permettre de bien les comprendre dans le cheminement de l'étudiant, ici, vous avez comme la ligne du temps avec un cheminement type là, du parcours d'un étudiant au cégep à distance. Donc, l'étudiant a 6 mois pour faire l'ensemble des devoirs au cégep à distance et il dispose de 3 mois ensuite pour faire l'examen. S'il fait bien son temps, ce qui n'est pas toujours le cas, il va remettre un devoir par mois à son tuteur. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de cette période de 6 mois que le tuteur peut faire une réelle différence dans le parcours de l'étudiant. On a ciblé les moments où les étudiants étaient plus susceptibles d'abandonner ou de se désinscrire et on essayait de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire comme intervention pour aider les étudiants justement à continuer à persévérer dans leur parcours. Donc, le premier champ d'intervention, c'est l'accueil. Évidemment, c'est en tout début de parcours. Essentiellement, c'est une séance d'accueil synchrone en visioconférence. Ensuite, le deuxième champ d'intervention, c'est au niveau de l'encadrement et du soutien. Ça, c'est en continu pendant toute la période de 6 mois. C'est des plages horaires à temps plein, des disponibilités à temps plein de la part des tuteurs sur des plages horaires fixes pour des rencontres par téléphone ou surtout par visioconférence, beaucoup en visioconférence. Évidemment pour du soutien à la matière, mais également pour du soutien à la motivation, à la gestion du stress,
gestion du temps, méthode de travail, etc. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Sabrina va vous en parler plus en détail juste après. Ensuite, on a la relance. Donc, étant donné que le tuteur dispose donc de 6 mois pour faire le cours et il doit gérer son temps, on s'est rendu compte que les étudiants avaient tendance à commencer à la dernière minute là, leur parcours. Donc, les tuteurs les contactent là, régulièrement pour les inciter à persévérer. Il y a plusieurs moments stratégiques dans le parcours. Sabrina va vous en parler encore une fois là, juste après. Et le dernier champ d'intervention, c'est au niveau de la rétroaction. Donc, lors de l'évaluation de chacun des devoirs, le tuteur offre une rétroaction technologique, soit audio ou vidéo, en plus du commentaire écrit à l'étudiant, et j'en dis pas plus parce que Anne-Marie va vous présenter plus en détail juste après. Est-ce qu'il y avait une question là-dessus? Non. Ça va? Parfait. Donc, dès maintenant, je laisse la parole à nos tutrices, Sabrina et Anne-Marie, pour commencer. Elles vont vous parler de ce qu'elles font concrètement là, avec les étudiants. Merci beaucoup, Marie-Michel. Donc, moi, aujourd'hui, la première chose que je vais vous parler, c'est le premier champ d'intervention qui est l'accueil. Par la suite, comme Marie-Michel l'a souligné, je vais vous parler des rétroactions aux devoirs. L'accueil pour cette intervention, je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails pour la simple et bonne raison que, comme on en a parlé justement au tout début, lors de l'atelier en 2018, nous sommes vraiment rentrés dans les détails de l'accueil, le pourquoi. Par contre, pour vous montrer l'encadrement complet, c'est sûr et certain que de vous expliquer brièvement ce qu'on fait en tant qu'intervention, c'est nécessaire. Merci beaucoup Alain. Je vois qu'Alain vient de rajouter le lien encore une fois pour l'atelier 2018 que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment un atelier qui présente très bien l'idée de l'accueil qui est excessivement important pour les tuteurs et pour les étudiants naturellement. Donc l'accueil. Lorsqu'un étudiant s'inscrit à un cours au cégep à distance, quoi? N'écris pas tout de suite, s'il vous plaît. Ah non, pas tout de suite. Non, allez pas voir tout de suite l'atelier. On va prendre cet atelier au Copier début. le lien. Copier le lien. Donc, lorsque un étudiant s'inscrit justement au cégep à distance, le tuteur envoie une lettre d'accueil personnalisée pour souhaiter la bienvenue à l'étudiant, mais aussi pour établir, comme on a vu depuis le début, un lien avec l'étudiant. Donc, on se présente en tant que tuteur, on explique un peu le cours, on explique les échéanciers parce qu'on envoie un échéancier dynamique. On offre nos disponibilités, très important parce que nos disponibilités pour les étudiants, il faut leur montrer que l'on est là pour eux, qu'on veut qu'ils commencent du bon pied. Et également, ce qu'on fait, c'est qu'on les invite à une séance Zoom de visioconférence. Nous avons décidé d'utiliser la plateforme Zoom pour ces visioconférences et ça fonctionne très bien. C'est une très grande aisance pour les étudiants de l'utiliser. C'était la raison de notre décision. Donc, les visioconférences d'accueil, c'est en fait le premier pont émotif entre l'étudiant et le tuteur, puisqu'on se rencontre, on se présente, le tuteur se présente, l'étudiant se présente. Des fois, les visioconférences, il y a un étudiant, des fois, il y a des groupes de 12, 13 étudiants, ça dépend du cours, ça dépend de la journée. Et ensuite, ça permet déjà d'établir une forme de chimie qui se passe entre le tuteur et nos étudiants. Très important. En quoi consiste notre visioconférence? Comme je le disais, on se présente, on va parler du cours, des échéanciers, élément numéro 1 pour tous les étudiants, les évaluations, les devoirs. Mais je pense que pour les tuteurs aussi, ce qui est très important, c'est d'écouter l'étudiant. Donc, de regarder, est-ce que l'étudiant a des questions? Est-ce que l'étudiant commence avec des angoisses? Est-ce qu'il y a des choses qui portent à confusion? Donc, on est déjà là au début pour tout accueillir ce complément émotif de l'étudiant qui en a besoin. Aussi, c'est pour ouvrir la porte à l'étudiant pour lui dire, peut-être que vous n'avez pas de questions pour le moment, mais si vous en avez dans une semaine, n'oubliez pas, je suis là. Je suis là pour que vous appuyiez tout au long de la session. Je suis pas juste là pour vous corriger vos devoirs, mais je suis là pour vous appuyer et être votre plus grand allié. C'est l'idée même de la visioconférence, c'est d'établir ce lien. Donc ça, c'est vraiment le premier champ d'accueil, comme je le disais, non pas tout de suite à l'interaison, mais je vous invite à aller voir notre atelier en 2018, parce que ça, c'était juste un petit survol de ce qu'on fait pour les visioconférences et l'accueil.
Maintenant, les rétroactions devoirs, comme Marie-Michel en a parlé justement, c'est une de nos interventions très populaire auprès de nos étudiants qui découle du projet Devoir Plus. Ce sont des rétroactions que nous faisons après chacun des devoirs. Marie-Michel en a parlé un peu, il y a des possibilités de faire des rétroactions audio, il y a la possibilité de faire des rétroactions vidéo. Je vais vous expliquer les deux et par la suite, on va avoir la chance de vous montrer des exemples. Donc, mais le gros des rétroactions, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on les fait? Mais encore une fois, pour créer un contact entre le tuteur et l'étudiant. On reçoit le devoir, on le corrige, oui, c'est beau, mais on ne fait pas que le renvoyer. Lorsque l'on retourne le devoir, on retourne la note, ce qu'on fait, c'est qu'on lui ajoute un petit MP3, un petit MP4, un petit document, une pièce jointe, pour prendre le temps de justement développer un lien avec l'étudiant. Oui, c'est sûr, on parle des forces et des faiblesses, parce que les étudiants veulent savoir pourquoi ils ont perdu des points, qu'est-ce qui fonctionne bien. On prend le temps de le faire. Mais c'est aussi pour l'aider à restructurer sa pensée. Si un étudiant, par exemple, nous remet un devoir, puis qu'on voit qu'il s'en va dans la mauvaise direction pour le cours, c'est le moment de lui expliquer, ah, fais attention, je t'invite à refaire ceci. Donc, à lui donner nos conseils. C'est le temps aussi de féliciter l'étudiant. On s'entend, tous les étudiants adorent se faire encourager dans la bonne direction. C'est beau, tu réussis bien. Mais aussi, je vois d'ailleurs qu'on va avoir une question, mais aussi à le rassurer. Pourquoi? Parce que comme je le disais, on explique les forces, on explique les faiblesses. Moi, par exemple, en tant que tutrice, j'ai des devoirs qui sont certains devoirs plus difficiles. Moi, je suis au courant que les étudiants voit ce devoir-là comme plus difficile généralement. Mais l'étudiant qui reçoit sa copie, lui, n'est pas au courant que sa note, pour moi, elle est normale. Ça me permet à ce moment-là, lors de faire la rétroaction, de mettre le tout en perspective. Là, justement, je voyais qu'on avait une question, Alain. Oui. Répondre dans les prochaines... Vous avez parlé d'une rétroaction audio-vidéo. Est-ce en complément ou en remplacement d'une rétroaction écrite? Parfait, c'est une excellente question. En fait, je vais en parler par la suite, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on remet toujours une rétroaction écrite. Pourquoi? Parce que c'est une façon de compléter, de s'assurer qu'un étudiant a vraiment son document, il est corrigé à la façon traditionnelle, c'est très important. Par contre, on veut y ajouter un plus. C'est cette idée-là. Et dire justement que c'est pas juste une correction de regarder une grille et il y a du rouge. Non, on explique. L'étudiant entend notre voix. Il y a une question justement, comme je disais, de le rassurer. Et aussi, contrairement à une correction qui est juste écrite, on peut lui offrir notre soutien. Un étudiant, par exemple, qui a eu peut-être un peu plus de faiblesse ou qui a besoin de s'améliorer, c'est sûr qu'on peut dire, ben viens me voir sur une copie. Mais là, de se faire dire par son tuteur, tu sais, je suis là. Je suis vraiment là pour t'accompagner. Je veux que tu comprennes que je veux t'aider, je veux te soutenir. Je suis présente. Dans notre cas, on est présente. Et aussi, c'est important de lui rappeler, parce qu'on a beaucoup de différents étudiants, si tu as besoin de moi, par courriel, je suis là. Tu as besoin de moi au téléphone, je suis là. Tu as besoin de moi en vidéoconférence, il n'y a pas de problème, je suis là. Parce que ce n'est pas tous les étudiants qui ont les mêmes besoins et qui aiment communiquer de la même façon. Donc, on s'assure d'avoir vraiment un programme plein d'assurance pour que notre étudiant se sente bien. Ça, c'est cette idée-là. J'espère, est-ce que je réponds bien à votre question? J'espère. On voit, parfait. Excellent. Oui, parfait, merci. Donc, comme on disait justement, il y a des rétroactions audio, il y a des rétroactions vidéo. Chaque tuteur, selon son goût, le devoir, le cours, choisit la rétroaction qui s'adapte le mieux à la situation. Ça, c'est très important. On est dans la très grande flexibilité pour satisfaire notre étudiant. Parce que c'est le but, hein? C'est vraiment ça, sa satisfaction. Donc, l'objectif de la rétroaction audio, c'est un mot d'encouragement. Il y a un côté vraiment de soutien, d'accompagnement, de rappeler à l'étudiant, c'est sûr que les objectifs du premier, de donner les forces, les faiblesses, etc., sont les mêmes. Mais un côté enveloppant de dire, je suis là pour toi, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. Les objectifs d'une rétroaction vidéo sont légèrement différents. C'est pour ça que les tuteurs peuvent choisir l'un ou l'autre.
Donc, c'est plus pour, par exemple, d'expliquer des grilles d'évaluation. C'est justement, on parlait d'une correction papier. Bien, une correction d'une grille n'en vaut pas nécessairement les corrections sur une autre grille. Des fois, on a besoin d'expliquer nos grilles. C'est très important pour que l'étudiant comprenne et s'améliore. Il ne faut pas le décourager jamais, il faut l'encourager dans la performance. Et aussi d'offrir un soutien informatique. Bon, je vous donne un exemple. Un étudiant qui a besoin d'utiliser une certaine fonction d'Excel ou de Word, si ce n'est pas l'utiliser, le prochain devoir, il ne saura pas plus l'utiliser. Ben, c'est le temps en vidéo de lui montrer comment l'utiliser. Et finalement, des exemples concrets. Ben ça, pour moi, le meilleur exemple, c'est une formule mathématique. C'est sûr et certain que faire un audio qui explique une formule mathématique, ça peut être un petit peu plus complexe que juste lui montrer un exemple par vidéo. En fait, si vous me permettez, on voit qu'on a une question. Oui, combien de temps par étudiant est-il reconnu dans la tâche du tuteur? Ça vient de la Télé de Montréal. Combien de temps par étudiant est-il reconnu? La rétroaction, combien de temps est-ce que ça nous prend? En fait, dans l'ancien modèle, eux, ils pensent l'ancien modèle. Oui, c'est ça. C'est qu'actuellement, on est des tuteurs qui sommes à temps plein, donc c'est sûr qu'on ne calcule pas nécessairement le temps qu'on va mettre. On va faire toutes les rétroactions nécessaires. Donc, si un étudiant nécessite davantage d'encadrement, bien, on va prendre le temps de le faire. Exact. Ça va dépendre vraiment. Une rétroaction en tant que telle pourrait prendre 2 minutes comme elle pourrait prendre 10 minutes. On ne compte plus le temps de notre choix. Je pense qu'Alexis est en train de répondre. Excellent. C'est Jeff à répondre. Combien d'étudiants pour un tuteur à temps plein qui a demandé Mme Pudelco, la Télé? C'est ça, plus au cégep à distance ou à Marie-Michel, ça veut répondre. Bien, en fait, on est sur un projet pilote. Hein. Donc, c'est certain qu'on est en train de réfléchir justement à combien d'étudiants on peut donner par tuteur. Mais c'est sûr que, par exemple, des rétroactions, des corrections en littérature peuvent être peut-être plus longues que des corrections, par exemple, en gestion. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement... on peut pas donner un chiffre globalement, mais c'est plutôt, ça va être plutôt en observant justement les types de disciplines, etc., qu'on va pouvoir réussir à répondre à cette question-là. Là, en ce moment, toi, Marie, tu as 300 étudiants, là. Donc, c'est possible de rouler avec ce nombre d'étudiants-là. OK, bon, là, on a Cégep à distance qui est en train de nous aider à répondre. Oui, c'est une réponse très complexe. OK, donc ça, c'est Alexis. Alexis, je te laisse continuer, peut-être. Je vous laisse, justement, le Cégep à distance va continuer à répondre aux questions dans la conversation. Pour ce qui est de mes rétroactions, je vous ai fait le tour et je pense que la meilleure chose qu'on peut faire présentement, c'est de vous montrer des exemples. Un exemple d'une rétroaction audio par Sabrina et ensuite une rétroaction vidéo pour mes cours. Ça va vous montrer vraiment un parallèle du côté de l'encouragement qui est très nécessaire et du côté concret pour des exemples. Donc, on va vous les faire, on va vous les montrer une après l'autre. Par la suite, pour ce qui est de l'encadrement, je vais laisser la parole à Sabrina. Sarah Keller, je viens de terminer la correction de ton évaluation, ton premier devoir, en fait. Donc, bravo, tu n'as pas trop mis de temps pour le remettre. Je pense que c'est une bonne chose. Plusieurs choses à en dire. Évidemment, la première étant, on ne te décourage pas. Je pense que le premier devoir est le plus difficile parce qu'on se remet dans le bain. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à présenter aussi. Et comme je te disais déjà en séance d'accueil, c'est un peu pour moi un diagnostic. Donc, je sais un peu plus maintenant ce qu'on va avoir à travailler ensemble. Donc, il y a la ponctuation, certains éléments de syntaxe, comment introduire la citation, les répétitions de mots également, donc certains éléments de vocabulaire et aussi l'argumentation. Donc, tu m'as présenté une argumentation qui concerne davantage le troisième axe argumentatif, c'est-à-dire celui qui parle du désir, en fait, d'échapper au mal dont il est atteint, alors que tu devais vraiment me montrer comment le héros entretient une relation avec la nature. Donc, des éléments clairement reliés à ses états d'âme et au fait qu'il se sert, en fait, des éléments de la nature pour les représenter. Je te propose de prendre un rendez-vous téléphonique ou plutôt en visioconférence, comme la dernière fois, ce qu'on a fait. Et durant cette séance-là, qu'on reprenne ton devoir et qu'on le retravaille un petit peu. En même temps, ça va me permettre de te présenter des documents qui vont t'aider à peut-être mieux retravailler ces éléments-là. Je vais les garder plutôt que de te les envoyer. Là, je vais te les présenter en séance je ne sais pas une séance, mais en retour sur le devoir. Alors, j'attends
ton rendez-vous téléphonique, puis on en parlera davantage. Mais encore une fois, ne te décourage pas. Tu vas voir, je suis sûre qu'à partir des prochains devoirs, ça va super bien aller. Je te souhaite une bonne journée, puis on se retrouve bientôt. Cette fois-ci, on va présenter une vidéo de rétroaction. Bonjour Geneviève, je veux commencer ma petite rétroaction tout d'abord en vous félicitant pour votre premier devoir pour le cours approche client, 70%, un gros bravo, vous comprenez bien la matière. Avant de vous parler des petites corrections de ce devoir 1, j'aimerais vous expliquer mes grilles d'évaluation. Vous allez voir que pour toutes mes grilles d'évaluation, vous aurez la colonne critères d'évaluation, vous aurez aussi l'échelle d'appréciation, votre note et ma rétroaction. Maintenant, passons à la correction de votre question 3. Vous allez voir que ma correction est très simple à comprendre et je vous ai d'ailleurs mis ici l'organigramme corrigé pour l'entreprise Belco. Par contre, avant de vous parler des petites corrections, j'aimerais vous expliquer comment ajouter un organigramme dans votre document Word pour les prochaines fois. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez tout d'abord sous Insertion, vous cliquez dessus. Vous cliquez ensuite sur Smart Art. Pour votre question 4, selon moi, la meilleure façon de vous souligner, de vous expliquer pourquoi la structure est décentralisée, c'est en utilisant l'organigramme ici. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'une structure est décentralisée? En fait, c'est simple. C'est lorsque les responsables vont se référer, s'ils ont des questions, à leurs directeurs respectifs. Je vous explique. Donc, en fait, justement, juste avant d'entamer sur l'encadrement, je vois qu'on a une question qui dit « Ce type d'intervention est-il préécrit ou improvisé? » C'est généralement, en fait, improvisé dans la mesure où on va travailler le texte de l'étudiant, le corriger, et par après, on va faire un petit vidéo dans lequel on va lui parler. On le voit d'ailleurs dans ma petite rétroaction audio, des fois, je me mélange avec certains mots, puis justement, le but, ce n'est pas de se pratiquer à faire la rétroaction et de perdre beaucoup de temps. Ce qu'on veut, c'est vraiment être efficace, donner aussi du naturel à l'étudiant, ce qui est vraiment très important là, pour créer un peu le contact. Donc, justement, pour faire le pont, juste vous montrer la différence aussi entre rétroaction audio et vidéo, dans laquelle, moi, en fait, dans mes rétroactions audio, mon intention, c'est vraiment d'amener l'étudiant à prendre un rendez-vous en vidéoconférence, parce qu'en littérature, c'est plus facile peut-être d'interagir avec l'étudiant qui a souvent des questions très, très pointues. Et la rétroaction et vidéo était tout aussi efficace et différente parce que, justement, ces étudiants-là peuvent voir et visualiser des informations très claires. Alors, on passe dans le fond à la prochaine étape, ici. Donc, je vous parle aujourd'hui donc de l'encadrement qu'on a instauré ici dans le projet pilote. Pour commencer, la façon, est-ce que la rétroaction est unidirectionnelle? Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce qu'on y répond? Est-ce que tu voudrais répondre, Nathan? Qu'est-ce qu'on veut dire par unidirectionnel? Est-ce que c'est seulement le tuteur qui interagit avec l'étudiant? Eh bien, la réponse, si c'est ça la question, est non. Mais je vais voir, je vais attendre, dans le fond, la réponse de la télé parce que, justement, l'encadrement est un peu là pour faire interagir l'étudiant. Donc, la façon traditionnelle de procéder pour l'étudiant lorsqu'il veut contacter son tuteur, c'est soit par téléphone, donc il doit laisser pour les tuteurs contractuels un message sur la boîte vocale. Pour nous, les tuteurs accompagnateurs, on peut recevoir directement l'appel sur nos cellulaires ou nos téléphones directement. Il y a également donc les courriels, les fameux courriels auxquels les tuteurs doivent répondre dans un délai de 2 jours ouvrables. L'impact que ça peut avoir sur l'apprentissage, c'est que pour certains étudiants, surtout ceux qui sont soit pressés ou qui sont stressés, ça peut provoquer un grand découragement ou aussi retarder la progression. Évidemment, ça peut dépendre de la rapidité des réponses, puis aussi du type d'étudiant. Donc, s'il est à 1 semaine de son délai de cours, à ce moment-là, ça peut être quand même assez stressant pour lui. Donc, pour résoudre le problème, on a mis en place des mesures d'encadrement dans lesquelles on voulait que le tuteur revêt en fait un rôle déterminant dans l'apprentissage de l'étudiant pour qu'il puisse établir cette fameuse relation de confiance-là qui est notre point focal dans l'encadrement qu'on souhaite lui donner. Donc, les objectifs, c'est premièrement d'offrir un soutien qui est plus instantané.
ici. Attendez, je vais vous parler de ça après. Donc, après, un soutien qui est plus instantané permet aussi à l'étudiant de cheminer dans le cours plus rapidement et plus efficacement aussi, de nourrir sa motivation, comme je l'ai écrit tout à l'heure, de lui permettre aussi de mieux s'approprier la démarche d'apprentissage, donc l'aider vraiment à bien cheminer dans son cours, à favoriser aussi son expression de ses difficultés, donc qu'il puisse réaliser quelles sont-elles, puis aussi comment il peut les régler, donc les résoudre, puis aussi l'aider à s'orienter vers des ressources qui pourraient l'aider donc à mieux cheminer. Il y a différents moments où on peut faire une prise de contact avec l'étudiant. Donc, on se sert de tous ces moments clés-là pour pouvoir l'inviter à prendre une rencontre en vidéoconférence ou par téléphone, que ce soit une conversation avec lui, une rétroaction. Par exemple, s'il a un devoir faible, donc on l'invite obligatoirement à prendre un rendez-vous, soit en téléphone ou en vidéoconférence. C'est au choix de l'étudiant. S'il a 70% et plus, on l'évite malgré tout, mais c'est de son plein gré qu'il peut y assister. Lors des relances également, souvent les étudiants vont nous réécrire pour nous signaler en fait parfois des situations dans lesquelles ils sont ou le stress qu'ils peuvent rencontrer tout au long de la session. Donc c'est encore un moment où on peut les inviter à prendre ce rendez-vous-là. Dans les rétro-actions aussi, les retours de courriel. Donc, si l'étudiant a des questions durant ces courriels et qu'on voit que c'est plus approfondi comme réponse, on va évidemment l'inviter à prendre ce temps-là. Donc, c'est sûr que si c'est une question courte, on va y répondre directement, mais parfois, quand c'est vraiment détaillé, ça peut valoir la peine de faire le pont avec l'étudiant tout simplement. Donc, voilà. Pour ça, on a différents outils d'encadrement. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je les ai mis ici un peu pour vous montrer. Ce sont des outils qui sont gratuits. C'est des outils qui vont favoriser dans l'ensemble un appui qui est constant, puis un encadrement aussi qui va privilégier l'échange personnalisé avec l'étudiant. Donc, on considère que c'est un contact qui est déterminant aussi dans son apprentissage et qui peut avoir un impact sur sa réussite. Il y avait une question de la Télé de Montréal. Oui. Y a-t-il un système de rappel qui avise le tuteur lorsque c'est le temps de faire ses relances ou un outil pour faciliter la gestion de plusieurs étudiants? Absolument, absolument. Est-ce que tu en parles, Stéphanie, plus tard ou on en discute maintenant? On en parle un peu, mais tu glisses un mot, comment toi tu l'utilises? En fait, on a un fichier, effectivement, en fait, sous forme Access actuellement, qui est vraiment très, très détaillé et très intéressant, dans lequel on va noter justement les relances qu'on va faire. On a aussi des signaux d'alarme si, par exemple, l'étudiant est à 1 mois de son échéance ou, par exemple, si on voit qu'il n'a pas remis son premier devoir au bout de 35 jours. Donc, le logiciel va me permettre de repérer ces étudiants-là plus rapidement. À chaque conversation qu'on a avec lui aussi, on le voit en vidéoconférence ou par téléphone, on le note, on a la possibilité de s'écrire ces informations-là pour garder la trace aussi de tout ce qui se passe là, pendant le cheminement de nos étudiants. Il y a également une question de la formation à distance de la Commission scolaire de Montréal. Avez-vous une plateforme web pour les échanges ou communications entre tuteurs et étudiants? Oui, on a effectivement un environnement d'apprentissage dans lequel il y a donc la messagerie, l'étudiant a aussi accès à toutes les informations pour son cours. Il y a vraiment le moyen de communiquer assez efficacement avec lui là, par messagerie directement. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui. Oui? OK, parfait. Donc, dans le fond, pour pouvoir justement offrir un soutien, un encadrement plus approfondi aux étudiants, ça prend évidemment des plages horaires fixes. Marie-Michel le disait tout à l'heure, nous travaillons 35 heures semaine et ça permet évidemment de pourvoir aux nombreux besoins des étudiants. Donc, ça prend le temps, oui, de corriger leurs devoirs, leurs travaux aussi et leurs examens, mais ça nous permet aussi de libérer des plages horaires dans lesquelles on va se rendre disponible pour ces rendez-vous-là avec nos étudiants, soit par téléphone, soit par visioconférence. Donc, ça permet vraiment une plus grande flexibilité pour les étudiants, mais pour nous aussi, puis ça autorise évidemment un meilleur soutien pédagogique. Pour bien planifier ces rendez-vous, on a l'agenda de rendez-vous qui s'appelle le SuperStaff, qui est aussi gratuit, donc qui est vraiment très intéressant parce qu'il permet une plage horaire qui est vraiment totalement dédiée aux étudiants. Donc, ça offre vraiment l'opportunité à l'étudiant de réserver un moment dans les disponibilités du tuteur où lui-même est disponible. Et ce que ça peut favoriser, c'est que l'étudiant va pouvoir bien se préparer à la rencontre. Il va aussi généralement s'établir une série de questions, va avoir déjà peut-être revu le devoir corrigé au préalable et ça l'assure d'avoir son matériel à portée de main. Donc, ça fait vraiment en sorte qu'on sauve du temps. Puis on n'est pas aussi, nous, à appeler l'étudiant entre deux cours ou pendant qu'il travaille. Donc, on est assuré d'avoir un moment de libre.
Ça réserve environ une rencontre de 30 à 60 minutes. Donc, ça nous laisse vraiment suffisamment de temps. Ça nous permet, nous, en tant que tuteurs, de maximiser le temps qu'on a avec l'étudiant également, de prévoir de notre côté aussi le matériel qu'on voudrait lui fournir qui est supplémentaire ou encore de revoir son devoir avant même de faire le rendez-vous en tant que tel. Dernière chose, en fait, Google Hangouts, c'est le logiciel, moi, que j'utilise pour les contacter. Donc, c'est gratuit à travers le Canada, donc ça fonctionne très bien. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que dans le fond, on utilise à la fois téléphone, messagerie et visioconférence et il n'y en a pas un de négligeable. Évidemment, il y a chez les étudiants la possibilité de choisir en fait le mode de communication qui lui convient et ça favorise cette personnalisation-là qui est vraiment importante et qui montre en fait que l'étudiant qui ne veut pas être en visioconférence a la possibilité de contacter son tuteur par téléphone ou par messagerie. On leur laisse vraiment cette liberté-là pour pouvoir vraiment leur offrir un service qui est adapté à leurs besoins. Alors, voilà pour ça. Donc, à quelle fin, dans le fond, utilisons-nous la visioconférence de manière générale et un peu pour résumer? C'est surtout pour encadrer la matière, oui, mais pour faire aussi un retour sur les devoirs corrigés. Donc, on pourrait revenir sur les commentaires dans les devoirs, puis aussi faire le point sur les forces, les faiblesses, mais de façon plus approfondie. Comme par exemple, Anne-Marie le fait dans ses vidéos, donc rétroaction vidéo. En audio, je le fais moi justement pour permettre à l'étudiant d'avoir vraiment l'information en visioconférence. Donc, ça permet donc d'avoir des pistes d'approfondissement, puis aussi d'interagir avec l'étudiant, donc de lui permettre de poser des questions, de le remettre en question et de lui montrer aussi que parfois il a la bonne réponse, puis qu'il ne fait qu'hésiter sur ses propres réponses à lui. Donc, on fait aussi la préparation des devoirs et des examens. Donc, certains étudiants sont très stressés. Par exemple, un examen l'étudiant a un enjeu de gestion de temps pour l'examen. On va prendre le temps de discuter avec lui, trouver des trucs qui vont lui permettre de passer cet examen-là de 4 heures, donc dans un établissement proche de chez lui. Alors, dans le fond, les avantages qu'il faut tirer de ça, c'est vraiment l'interactivité visuelle, orale et écrite, donc la combinaison des 3 éléments. On peut aussi avoir une planification rigoureuse des rencontres, ce qui permet de déterminer l'approche pédagogique qui va convenir à l'étudiant en tant que tel. Ce travail collaboratif-là entre tuteur et étudiant aussi est vraiment très, très important. Les étudiants qui viennent en visioconférence ou qui contactent par téléphone le tuteur vont avoir tendance à reprendre plusieurs rendez-vous, soit à chacun des modules ou par exemple plusieurs fois par module. Dernier point que j'aimerais souligner, c'est la conciliation, évidemment, famille, travail, études. Donc, souvent, en vidéoconférence, j'ai des mamans qui ont des enfants très jeunes, qui sont un peu dépassés par les événements. Donc, ça leur permet peut-être d'être moins stressés. Donc, au téléphone, des fois, c'est peut-être plus éloigné comme contact, alors qu'en vidéoconférence, ils sont heureux de montrer leur bébé. Puis, si on a un problème, ils vont aller le coucher, puis on va prendre le temps et ce ne sera pas stressant. Donc, ça engage vraiment là, une participation et une collaboration saine. Alors, ceci étant dit, avant qu'on passe à l'étape suivante, j'aimerais vous montrer une petite vidéo que j'ai faite qui est assez ludique. Je vous la mets en contexte. En fait, c'est un étudiant avec lequel j'ai travaillé longtemps. Donc, on a fait plusieurs vidéoconférences par module. C'est un étudiant qui était en contrat de réussite, qui avait en fait des échecs multiples. Il avait souvent les notes ses notes étaient sous le seuil de passage carrément, mais il avait une motivation très élevée et ça nous a permis vraiment de travailler jusqu'à la fin ensemble. Il s'est servi des outils qu'on a mis à sa portée et vous verrez, là, j'ai vraiment mis l'accent un peu sur le relationnel plutôt que sur le contenu. Alors voilà, j'espère que ça va vous divertir. Sabrina, juste avant, oui. Il y a une question, peut-être qu'on peut répondre avant, mais c'est peut-être plus Anne-Marie qui va répondre. Oui, pour la TELUC, en fait, vous marquez existe-t-il des moyens d'échange entre étudiants? Oui. En fait, c'est propre, par exemple, à un cours, j'encadre un cours qui s'appelle le cours approche client. Oui. Il y a des forums d'équipe, des forums de cours qui permettent aux étudiants d'échanger entre eux et de pouvoir vraiment former une communauté de support sur ces cours. Je ne pense pas, je ne sais pas s'il y a d'autres cours qui offrent ça. Non, actuellement, c'est mon cours qui offre ces plateformes, forums pour que les étudiants puissent échanger entre eux. C'est dans Moodle. C'est dans Moodle, absolument directement sur le site du cours.
Alors, on a un commentaire de Mme Fidelco, là, merci. Merci, c'est très gentil. Oui, merci. C'est parti. OK. Oh là là. Comme on en avait parlé, allô? Non, moi j'entends rien en tout cas. Je pense pas que ça va aller. Alors, une prise de décision est dans la culture reprise de son destin. Et je veux juste faire... Ça va? Yes. Écoute, je voulais juste faire un retour sur ce troisième examen-là. Ton contenu, c'est excellent. Fait que félicitations pour ce bon travail. C'est une partie parfaite, au moins, je me dis ça, mais... Ouais. Une chose à la fois. Ici, on a dit très bien à l'introduction, à la conclusion, ça va bien, on va voir pourquoi. Puis dans l'enchaînement, bon, il y a quelques petites choses à revoir. Donc, c'est la raison pour laquelle on est dans le bien. Puis là où vraiment, là, il est temps de se mettre au travail, c'est vraiment au niveau du français. Ouais. Bon. Mhm. Allô? Oh. Ça va? Yes, ça va. L'examen. Bon. L'examen. Mhm. Alors, c'est simplement pour vous montrer de façon un petit peu détendue à quoi ça peut ressembler. Et c'est vraiment, comme Marc Laroy l'a dit, la réalité, c'est carrément ça, mais c'est une réalité qu'on partage et qui amène autant de plaisir que de moments où on est vraiment contraint à beaucoup de travail avec l'étudiant. Puis c'est autant le soutien émotif que académique. Et finalement, j'adore ce que je fais. J'espère que ça paraît. C'est un beau chat. Oui, je le mets dans toutes mes rencontres. Alors, on va laisser la parole à notre À la sérieuse de l'équipe. fameuse. Ah oui. Non, mais moi, je pense que le chat devrait devenir sa mascotte. On devrait changer. D'accord. Bon. Donc, moi, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir suivre le projet depuis le début, depuis 2 ans maintenant, ce qui fait que j'ai pu récolter énormément de données grâce aux efforts de tout le monde. Et maintenant, je peux dire que le projet est établi sur des données probantes. On a vraiment beaucoup de choses dans ce projet. Donc, en premier, on s'est donné des objectifs, en fait, pour savoir un petit peu ce qu'on pouvait regarder, parce que comme je le disais, on avait vraiment beaucoup de données.
La première chose pour nous, on l'a dit, l'objectif principal, c'était de voir le rendement scolaire. On voulait voir où en étaient nos étudiants dans le projet pilote. Mais ce qui était intéressant aussi de voir, c'est de pouvoir comparer avec le système plus traditionnel. Parce que le premier objectif reste quand même de faire persévérer nos étudiants, c'est-à-dire pour nous diminuer l'abandon. Voyons. On avait aussi un autre objectif de voir si effectivement les étudiants étaient satisfaits de l'encadrement. Parce que oui, bien évidemment, les tutrices, vous, quand vous encadrez les étudiants, vous voyez très bien, mais ça nous prenait quand même une mesure un petit peu plus objective, parce que bien évidemment, ceux qui contactent Sabrina ou Anne-Marie ou Philippe sont forcément ceux qui sont le plus enthousiastes. Donc on a voulu voir ce qu'il en était pour tout le monde. On a demandé aussi par rapport aux outils, puisque ce sont des outils nouveaux qu'on utilisait dans le projet, on a voulu voir si ça correspondait vraiment aux besoins des étudiants. Il y a eu aussi des mesures par rapport à tout ce qui est motivation, d'ordre motivationnel, mais j'en parlerai pas aujourd'hui parce qu'en fait, on va faire une présentation avec Sabrina à l'ACFAS. Donc, si ça vous intéresse, vous viendrez nous voir à Gatineau. Et puis, la dernière chose, Sabrina, on a déjà parlé tout à l'heure quand il y a eu une question de Madame Pudelco pour savoir comment faire pour suivre et encadrer les étudiants. On a développé un outil personnalisé qui permet aux tuteurs de suivre et justement de personnaliser le parcours des étudiants. Et je change toute seule mes diapositives, c'est ça? Comme une grande. Comme une grande. Oui, il y a le lien sur l'ACFAS. Parfait. C'est dans le colloque motivation au collégial organisé par Isabelle Cabot. Donc, pour rappeler, Marie-Michel l'a dit, on a un petit peu moins de 1800 inscriptions cours dans le projet pilote. Ça représente un petit peu, ça représente 1714 apprenants. J'ai collecté, les données que je présente aujourd'hui sont seulement réparties sur 5 sessions depuis la session d'été 2017, mais ça nous permet vraiment d'avoir un portrait rigoureux et réaliste de la situation. Au niveau de la population des participants, en fait, la très grande majorité, ça représentait leur première expérience en formation à distance. La grande majorité aussi, c'était des étudiants admis, donc c'est-à-dire des étudiants uniquement inscrits au cégep à distance. Et puis, la très grande majorité aussi, c'était leur première expérience au cégep à distance et leur première inscription aussi dans un cours de français. Donc, ça faisait 2 choses nouvelles à gérer. Pour ne pas vous faire patienter, j'ai mis tout de suite les résultats parce que moi-même, quand j'assiste à ce genre de présentation, j'aime ça qu'on aille directement au but. Mais avant, j'ai besoin de vous de vous rappeler qu'est-ce qu'on entend par abandon, échec et réussite au cégep à distance. Parce que ce sont des notions bien particulières au cégep à distance. Alors, la première chose, l'abandon. Quand un étudiant abandonne son cours, c'est un étudiant qui va confirmer son inscription, qui va dire oui, je veux suivre le cours de français, il n'y a pas de problème, qui, dans son cheminement, va remettre 1, 2, 3, 4, 5 devoirs dépendant du cours, et parfois même aucun devoir. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ces étudiants abandonnent en cours de chemin et ils ne se rendent pas à l'évaluation finale. Donc, on les appelle les étudiants qui abandonnent. Ensuite, on a les 2 autres. Ceux qui réussissent, bien évidemment, c'est ceux qui font leur parcours au complet et qui obtiennent les notes de passage pour pouvoir réussir leur cours. Et la dernière catégorie, c'est ceux qui échouent, c'est-à-dire c'est ceux qui se rendent vraiment jusqu'à la fin du cours, qui passent l'évaluation et qui malheureusement ne réussissent pas leur cours. Alors, les résultats, beau graphique. J'ai mis une animation pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc, de façon générale, si on regarde les premières barres à gauche, on s'aperçoit que dans le projet pilote, le rendement scolaire est meilleur que dans le groupe témoin. C'est-à-dire que les étudiants, les apprenants supervisés par Sabrina, Anne-Marie et Philippe ont moins d'abandon, réussissent davantage. Je parlerai de l'échec un petit peu plus tard parce que là, il y a une petite notion à aborder. Ensuite, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il va y avoir des différences selon les sessions. Tout à l'heure, Nicole, vous faisiez est-ce qu'il existe des différences? Ben oui, notamment par rapport à la session. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les 2 premières sessions, été et automne, il n'y avait pas vraiment de changement, même que le projet pilote faisait moins bien que le groupe témoin. On s'aperçoit que c'est à partir de la session d'hiver 2018 où là, le vent a tourné à la faveur du projet pilote. Pourquoi? Il y a plusieurs explications. La première, il faut un certain temps de rodage aussi. Il n'y avait qu'un seul tuteur à l'époque, donc très peu d'étudiants. Au niveau statistique, quand vous comparez 10 000 étudiants versus 50, c'est sûr que ça ne va pas aider et on ne va pas changer le monde avec ça.
À la session d'hiver aussi, c'est là qu'on a fait les gros changements pour la séance d'accueil qu'on avait expliqué dans l'autre atelier du REFAT. Donc, on voit ici clairement l'impact, l'effet des changements qui ont été faits dans le projet. C'est une bonne chose à mon avis. L'autre chose à laquelle on s'est intéressé, c'est la désinscription. La désinscription, c'est vraiment le premier geste que l'étudiant va poser dans son cheminement. Donc, quand il s'inscrit au cégep à distance, il doit confirmer, il doit dire « Moi, je veux faire mon cours, il n'y a pas de problème ». Il y a beaucoup de gens en formation à distance qui s'inscrivent et par la suite choisissent de se désinscrire. C'est à peu près de l'ordre de 10% au cégep à distance. Ici, ce qu'on voit, c'est que de façon générale, si on regarde encore une fois à gauche, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence significative entre le projet pilote et le groupe témoin. C'est-à-dire que les étudiants se désinscrivent autant dans le projet pilote que dans le groupe témoin. Cependant, on va avoir des variations qui vont être dues au cours. On s'aperçoit que dans le cours 101, le cours de français, le premier cours de français, et que dans les cours d'administration, on a beaucoup plus de désinscriptions dans le projet pilote que dans le groupe témoin. Et là, on s'est questionné parce que ce n'était pas un résultat auquel on s'attendait plutôt à l'inverse, parce qu'avec la séance d'accueil qui a lieu dans les premières semaines, on pensait vraiment que les étudiants, que ça allait jouer sur ce premier indicateur de désinscription. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que dans certains cours, on a vu une chute drastique du taux d'abandon, de presque 20 points de pourcentage, ce qui est énorme. Je pense qu'on n'a jamais vu ça au cégep à distance, c'est que ça, c'est quelque chose à souligner. L'hypothèse derrière tout ça, c'est que les étudiants sont devenus des étudiants responsables, qu'ils ont pris une décision éclairée, plutôt que de se retrouver en abandon par la suite et d'avoir un échec au bulletin, ils ont pris la décision de se désinscrire, ce qui est pour eux quelque chose de très bien, parce que tu n'as pas un échec au bulletin. Donc on voit qu'on a peut-être responsabilisé nos étudiants par rapport à tout ça, ce qui est une très bonne chose, à mon avis. On a aussi creusé un petit peu plus cette question de la désinscription parce qu'ici au cégep à distance, on n'avait pas vraiment de données par rapport à ça, donc c'était l'occasion de le faire avec le projet pilote. Et on a interrogé les étudiants du projet pilote à la session d'été et d'automne pour connaître justement les raisons de leur désinscription. Et on s'est aperçu que la plupart du temps, ce sont des raisons de gestion du temps, qu'il n'y avait pas de mention du tuteur, et que s'il y avait des mentions du tuteur, c'était plutôt positif, en fait. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, c'était que les admis vont se désinscrire davantage, surtout dans la session d'automne. Je vois qu'il y a un commentaire dans le chat. Très bon exposé et très utile. Merci, Daniel. De rien. Je vais continuer. Si jamais ça vous intéresse, on n'a pas encore publié les résultats de cette étude, mais ça devrait se faire cette année en fait. Ensuite, l'autre indicateur dans le cheminement du cours, comme l'a montré Marie-Michel tout à l'heure, c'est le premier devoir. C'est vraiment un geste très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place la relance, pour que l'étudiant remette davantage son premier devoir. C'est un très bon indicateur, ça prédit en fait la réussite et la persévérance des étudiants. Ce qu'on s'aperçoit ici aussi, le projet pilote, et j'ai pas fait d'animation dans celle-ci, si on regarde à gauche, on s'aperçoit que le projet pilote en bleu, les étudiants remettent davantage leur premier devoir que ceux du groupe témoin en rouge. Donc on est très très contente, mais là aussi, à nouveau, il va y avoir de la variabilité selon les sessions. À nouveau, on voit encore que la session d'été et d'automne, on n'avait pas vraiment de différence significative entre les deux, on n'avait vraiment pas d'effet sur les étudiants. À nouveau, c'est à partir, à nouveau, de la session d'hiver 2018 qu'on voit vraiment les différences se dessiner entre les deux groupes. Et si on regarde les tendances, c'est toujours à la baisse. Donc l'écart va se creuser de plus en plus. Et on espère qu'à un moment donné, il restera constant quand même. Hein? Mais c'est vraiment de très très bon augure. Donc ce qu'on a constaté aussi, c'est que l'étudiant remettait plus vite son devoir en moyenne, 61 jours contre 66 jours. Et une donnée très intéressante auquel on ne s'attendait pas forcément au début, on a constaté que le projet pilote servait en fait d'accélérateur dans le cheminement des étudiants, puisque le temps de cheminement est quand même un petit peu plus court, 189 jours contre 205 habituellement dans l'autre modèle. Donc on est plutôt satisfait de ces résultats. Globalement, ça va quand même bien. Maintenant, au niveau des étudiants, on voulait savoir est-ce qu'ils étaient satisfaits de tout ça, comment ça se passait. Puis effectivement, à nouveau, 70% qui sont totalement satisfaits,
Donc, bravo mesdames, moi je trouve que c'est vraiment un beau score. Et il y en avait seulement 2% qui n'étaient pas satisfaits du tout. Pour des raisons d'anonymat, je ne vais pas donner les noms ici. On a voulu aussi savoir, par rapport aux outils de technologie, quelles étaient leurs préférences par rapport à ça. À nouveau, la rétroaction audio et vidéo que vous avez pu voir aujourd'hui, ça reste très plébiscité. Ensuite, on va avoir la visioconférence d'accueil. C'est vraiment, je pense, nos deux mesures phares. Ensuite, on va avoir l'échéancier dynamique, mais bon, il n'est pas forcément utilisé dans tous les cours. Cependant, ils avaient une case qui ne s'applique pas, qu'ils pouvaient cocher, c'est que c'est correct. Et puis, en dernier, l'agenda aussi de rendez-vous semblait être moins plébiscité. Mais ça s'explique très bien. C'est parce que, en tant qu'étudiant, bien évidemment, comme nous tous, on est très centré sur nos besoins. Puis là, le besoin principal de l'étudiant, c'est quand même centré par rapport à la tâche, par rapport aux devoirs. Ils sont centrés sur ça. C'est que, bien évidemment, la rétroaction reste quelque chose qu'ils vont apprécier, puisque ça vient rejoindre le besoin de base, je pourrais dire, des étudiants. Est-ce qu'il y a une question? Oui, Télé Montréal avait une question. Pourrait-on voir un exemple d'échéancier dynamique? Non. Là-dessus, dans le... on fait juste... On l'a sur le site, sur les sites du cours. On va sur un Moodle. Non, je ne peux pas ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'à la fin, on pourrait le montrer. Hein? Oui. Ouais, parce qu'il faut qu'on aille sur le site du cours, ça peut prendre un peu de temps, puis si on perd la connexion. Ça vous va? Ouais. Est-ce que ça vous va aussi, la Télé Montréal? Le lien peut être expédié également lorsque les gens vont faire la demande pour le lien vidéo, le clavardage et le document de présentation, si vous voulez. Ben, ouais, on va faire une démonstration après, ça va être plus simple. Vous accepterez de l'envoyer? Oui, demande si vous acceptez de l'envoyer après la rencontre. Ouais. On s'en reparle après? Oui. OK. Tout à l'heure, il y avait une question par rapport comment vous faites pour suivre et puis pour encadrer vos étudiants. C'était notre première préoccupation aussi au secteur de la recherche parce que avoir à gérer, là, il y a 1800 inscriptions courses, c'est vraiment beaucoup. Dans l'ancien, dans le modèle traditionnel d'encadrement, ils n'ont pas ces outils-là. Donc là, il fallait vraiment faire quelque chose pour aider les tuteurs à personnaliser l'encadrement. On a développé une base de données Access qui va en fait chercher les données du système de gestion pédagogique COBA. On va combiner l'information, puis en gros, ce que ça fait, c'est que ça va mettre des alertes. C'est le fichier à gauche. C'est sûr que c'est pas sexy pour le moment. C'est un fichier, un formulaire Access, là, c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans la vie, là, mais ça fait la job. C'est que, comme l'a expliqué tout à l'heure Sabrina, il y a des relances à un certain moment, et ce que ça fait dans le fichier, ça va soit l'apparaître en rouge, soit comme on le voit un petit peu à gauche, il y a un danger d'abandon, c'est que là, le tuteur sait qu'il a une intervention à faire. Si je pense personnellement que si vous n'aviez pas ce fichier, vous ne pourriez pas faire un suivi des étudiants. C'est que c'est vraiment un outil essentiel à avoir, sinon ce modèle-là ne fonctionne pas. Avec des papiers, même avec des fichiers Excel, ça fonctionne pas. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Ouais, ça prendrait trop de temps. Fait que là, c'est mis à jour grâce aux modifications qu'on a fait dans COBA. Merci, parce que j'ai pas du temps. On peut le mettre à jour tous les jours si on veut. Donc les données sont quand même assez récentes, suffisamment récentes pour pouvoir faire un encadrement qui est correct. Je vous ai mis aussi à droite un autre des tableaux de bord et des rapports qu'on utilise dans le projet. Ce que j'ai fait, c'est qu'à nouveau, toutes les informations qui sont dans la base de données des tuteurs et dans le système de gestion COBA, je les ai combinées, puis là, j'ai fait vraiment quelque chose de joli dans Power BI pour pouvoir suivre le projet, mais plus à un niveau administratif. Vous êtes au rendez-vous? Je dirais que le fichier Access sert plus de suivi pédagogique, alors que les tableaux de bord, c'est vraiment plus la gestion administrative. Je pense que avec cet outil-là, en plus, j'ai rendu plus autonome le suivi du projet, et ça nous a permis, entre autres, de voir que la session d'accueil, ça fonctionnait pas très bien au début, puis de faire les changements qu'on a fait à la session d'hiver. Donc, moi, je pense que ces outils-là, c'est nécessaire quand on s'embarque dans un projet. Et si on les avait pas, oui, on peut le faire, mais on fait juste un bilan à la fin, puis ça serait pas forcément très adéquat. Ici, juste pour faire une petite parenthèse, en fait, ce que j'utilise, c'est de l'analytique de données. Juste pour conclure, donc les aspects positifs, on leur a demandé quelles étaient les choses qu'ils appréciaient le plus dans l'encadrement et quelles étaient les choses qu'ils aimaient le moins dans l'encadrement. Et puis là, on s'est aperçu que
la disponibilité des tuteurs et la rapidité à laquelle les tuteurs répondaient aux questions, avec les rétroactions aussi notamment. C'était vraiment quelque chose qui ressortait beaucoup dans les réponses des étudiants. Du côté négatif, bizarrement, les étudiants trouvaient qu'eux-mêmes manquaient de motivation. C'était pas la faute de qui que ce soit, mais que c'était vraiment une attribution de leur côté. Je veux souligner aussi que là, ça n'a pas fonctionné dans mon petit nuage de mots, mais la majorité des commentaires, 45 commentaires sur 88, il y avait marqué rien. J'ai rien à dire de négatif. C'est cool. Donc, vous pouvez être très content de ça. Moi, de façon générale, je trouve que ce projet a bien fonctionné. Il a fallu quand même attendre un petit peu au début, mais ça, c'est normal. Il faut attendre un certain rodage. Puis, par la suite, je trouve que ça fonctionne très bien. En tout cas, les chiffres parlent. Voilà. Il y a une petite conclusion après. En fait, Stéphanie, tu as commencé à conclure. Je peux peut-être terminer. Donc, en fait, avant de vous laisser la parole ou de prendre plus de questions, en fait, on est content des résultats qui sont encourageants. On vient de le voir avec Stéphanie. Les résultats valident la nécessité d'accorder de l'importance à l'encadrement de nos étudiants en formation à distance. Pour la suite du projet, on souhaite... Oui, y a-t-il quelqu'un qui... Non, ça va? Non, c'est bon. Pour la suite du projet, on souhaite évidemment continuer à améliorer nos interventions, notamment en développant des outils permettant de mieux cibler le profil de nos étudiants pour leur offrir un soutien encore mieux personnalisé. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Et on l'a dit tantôt, on aura bientôt, très bientôt, on espère, un tuteur de mathématiques. On est en recrutement actuellement. Et on aura quelques présentations dans l'année qui vient, notamment, Stéphanie en a parlé tantôt. C'est une personne qui parle au téléphone, pas de son. Est-ce qu'on raccroche et on rappelle? Ouais, on raccroche, on rappelle. On raccroche et on rappelle. Allô, Stéphanie? Allô, Alain? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que les gens pourraient confirmer qu'on vous entend? Oui. Cégep à distance, il faudra peut-être qu'ils se recontactent, c'est tout. On vous entend bien, tout va bien? OK, parfait. Donc, c'est pas mal ça, là. Je suis en train de dire qu'on allait avoir quelques présentations encore dans les mois qui viennent. Stéphanie en a parlé tantôt. Sabrina et Stéphanie seront au colloque Journée de la recherche pour la motivation collégiale de la phase en mai. Donc, c'est ce qui s'en vient pour nous à court, moyen terme. Donc, on serait rendu au moment où on pourrait prendre... En fait, je veux voir si on a des questions, commentaires, ou si vous voulez nous parler de ce que vous faites dans vos différents milieux. Si on a un peu de temps, on pourrait effectivement montrer un échéancier dynamique, là, soit dans le cours de l'Admirale Sabrina. Donc, Alors, les gens qui ont des questions, des suggestions, des commentaires, c'est le temps. On vous invite à prendre la parole, soit à faire cœur et 6 sur votre clavier téléphonique, levez la main via Dubiconic ou allez-y directement dans le clavardage. Suggestions, commentaires, questions, c'est débuté. Commentaire de l'UQAM, très belle progression et persévérance de l'équipe des tuteurs permanents. Les étudiants ont la chance de mieux réussir. Bravo. Merci Yves. D'autres suggestions, commentaires ou questions? Carré 6 pour prendre la parole, ou lever la main, ou allez-y avec le clavardage. J'ai fait ça. Est-ce que vous avez aimé la présentation? Ça aussi, ça peut être un commentaire. Est-ce que c'était utile? Ça va être utile dans vos milieux? Est-ce que ça va vous servir? Est-ce que vous pouvez récupérer le tout? Attendez, on avait des suggestions de questions. Oui, super. Effectivement, il y a des questions qui sont là. Ah, les tuteurs reçoivent-ils les étudiants? Est-ce que c'est la question complète de la part de Nathalie? Physiquement? Reçoivent-ils les étudiants pour... ça me surprendrait beaucoup. Oui. On parle d'en présentiel? Oui, non, exactement, non. On va vraiment utiliser uniquement les technologies pour rejoindre les étudiants. D'ailleurs, ça fonctionne très bien. Oui, c'est ça, ils sont partout. Donc, on a des étudiants en Suisse, en France, à Beijing, ici au Québec. Donc, ça serait difficile de tout centraliser. Donc, on y va uniquement en formation à distance. Il n'y a pas de contact direct. Il y a deux questions qui ont été posées par le Cégep à distance. Si vous voulez répondre, les gens en ligne, utilisez-vous des outils technologiques pour des rétroactions? L'utilisation des technologies contribue. Compris. Votre relation avec les étudiants. Il y a un commentaire de la part de Marcel Parr, camper les 4 champs d'intervention, très bien. Merci Marcel. Merci.
OK, ben je vous laisse pour les gens qui sont disponibles et qui veulent voir le tout, et si vous avez le temps également. On remercie les gens qui étaient avec nous et on vous laisse aller pour votre présentation supplémentaire pour la question de TELUC Montréal. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de faire les ateliers. On invite les gens aussi qui nous quittent d'expédier les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Un gros merci à tout le monde. Est-ce que... TELUC Montréal, vous êtes toujours là pour voir le tout? Oui. Juste nous confirmer dans le clavardage qu'ils ne sont pas en train de faire ça pour rien. Merci, Alain. Merci, Alain. Au pire, on peut se déplacer. La télé, c'est pas très loin, là. Hein? Est-ce que tu as une confirmation? Oui, ils ont confirmé oui. OK, super. Ok, parfait. Donc, Peux-tu me montrer un peu comment c'est? oui, absolument. Vous voyez, ça, c'est l'échéancier dynamique qui est employé pour le cours Vision globale. C'est assez simple comme fonctionnement. On le montre à chacun de nos étudiants pour s'assurer qu'ils comprennent bien et puissent l'utiliser. Donc, ils doivent rentrer leur date de début, leur date d'inscription. Ensuite, la date d'échéance pour les devoirs, en prenant pour acquis qu'ils vont avoir 6 mois pour faire leurs devoirs. Là, je mets des dates naturellement fixées. Vous voyez qu'il y a le nombre d'heures, c'est 6 heures par semaine. Et vous voyez qu'ici, ça vient d'apparaître, ce sont leurs dates, des échéanciers. Ce qui est merveilleux, c'est que ça donne l'idée à un étudiant qui a besoin de gérer son temps et d'avoir des dates plus précises. Certains étudiants en ont énormément besoin, surtout dans certains de nos cours, d'avoir un échéancier. La beauté, par contre, de cet échéancier-là, selon moi, c'est qu'on peut le modifier. C'est-à-dire que l'étudiant va dans échéancier modifier, change sa date, et si vous regardez ici, les dates changent au fur et à mesure. Et aussi, une chose qui est absolument extraordinaire, là, je vais vous le mettre à un cas un peu très différent. Vous voyez que s'il y a une possibilité pour un étudiant de dépasser les dates limites qu'il nous avait soulignées, qu'il a un message qui apparaît pour lui dire « Oh, fais attention, tu vas avoir besoin d'une prolongation ». Donc, non seulement le tuteur va lui montrer un drapeau pour lui souligner qu'il y a une possibilité d'avoir besoin d'une prolongation, mais aussi l'échéancier dynamique lui permet d'avoir cette même information pour éviter que l'étudiant, en fait, se retrouve en situation d'échec puisqu'il n'a pas assez de temps. Ça, c'est notre échéancier dynamique, très, très, très efficace. Alors, ben, ça mettrait fin véritablement à la formation. Gros merci pour les personnes qui restent avec nous. Merci beaucoup à l'équipe. Marie-Michel, Stéphanie, Sabrina et Anne-Marie. Une excellente formation encore une fois, un généreux partage d'infos. Ceux qui sont avec nous, qui veulent faire suivre de l'information, recevoir de l'information, abuser du référent, donc c'est un plaisir de faire circuler le tout. Comme j'ai souligné, on vous invite aussi à faire nous expédier les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Le lien vidéo devrait être prêt demain, puis si vous voulez obtenir le document, le lien et le clavardage, juste à contacter l'adresse qui est présentement dans le clavardage, justement. Alors, je laisse le mot de la fin à l'équipe de la Cégep à distance. On dit merci tous. Merci! Excellent mot de la fin. Bon après-midi tout le monde. Ah, pardon. Oh, excuse-moi, vas-y bien, Marie-Michel. OK, non, mais je voulais juste vous dire, on a mis nos adresses courriels, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez échanger des idées, partager, avoir plus d'informations. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. N'importe laquelle des adresses est bonne. Merci tout le monde. Bon après-midi. Merci à vous.